Londres, 18 février 1478. Dans les profondeurs de la tour de Londres, un prince va mourir de la façon la plus étrange qui soit. Georges Plantagenet, duc de Clarence, frère du roi Édouard IV, choisit lui-même sa mort. Face aux bourreaux royaux, il refuse la hache du bourreau, il refuse la corde du gibet. Sa demande glacera le sang de ses geôliers. Il veut être noyé dans un tonneau de vin de Malvoisie. Cette mort spectaculaire n'est qu'un épisode de plus dans la longue histoire sanglante d'une dynastie qui a baigné l'Europe dans le sang. Pendant 3 siècles, les Plantagenets ont régné par la terreur, l'assassinat et la trahison. Ils se sont entretués avec une sauvagerie qui dépasse l'entendement. Frère contre frère, père contre fils, oncle contre neveu, aucun lien de sang n'a pu arrêter leur soif de pouvoir et de violence. Tout commence avec un genêt, un simple arbuste jaune que Geoffroy V d'Anjou avait l'habitude de planter sur ses terres de chasse. Ce geste anodin donnera naissance au nom qui terrorisera l'Europe, Plantagenet, celui qui plante le genêt. Mais ce n'est pas de la botanique que cette famille cultivait avec le plus de talent. C'est la mort. Quand Geoffroy V épouse Mathilde, l'empresse en 1127, il scelle bien plus qu'une alliance matrimoniale. Il unit 2 lignées maudites, 200 royaux corrompus par l'ambition. Mathilde apporte dans sa dot les droits sur l'Angleterre et la Normandie. Geoffroy offre l'Anjou et le Maine. Ensemble, ils créent un empire qui s'étendra des Highlands écossaises aux Pyrénées. Leur fils Henri II devient roi d'Angleterre en 1154. Avec son épouse Aliénor d'Aquitaine, fraîchement divorcée du roi de France Louis VII, il contrôle plus de territoire que le roi de France lui-même. Un empire si vaste qu'il ne peut être gouverné que par la force brutale. Henri II inaugure une tradition familiale, régner par la terreur. La première victime de cette politique sanglante ne se fait pas attendre. Elle s'appelle Thomas Becket. Thomas Becket avait été l'ami le plus proche du roi Henri II. Chancelier du royaume, il partageait les plaisirs et les guerres de son souverain. Quand l'archevêque de Canterbury meurt en 1162, Henri II croit astucieux de nommer son ami à ce poste. Il pense ainsi contrôler l'Église d'Angleterre. Erreur fatale. Becket change du tout au tout dès sa nomination. L'homme, qui aimait la guerre et les fêtes, devient un moine austère. Il renvoie les sceaux royaux à Henri II et refuse de plier devant son ancienne amitié. Pire encore, il s'oppose ouvertement aux constitutions de Clarendon, un texte qui soumet l'Église au pouvoir royal. La colère d'Henri II est terrible. Cet homme au tempérament de feu, hérité de ses ancêtres angevins, ne supporte pas la résistance. Il fait traîner Becket devant un tribunal de barons. L'archevêque refuse de comparaître et s'enfuit en France, sous la protection du roi Louis VII. 6 années d'exil s'écoulent, 6 années pendant lesquelles Henri II ronge son frein. Becket lance des excommunications depuis son refuge français. Il refuse tout compromis. Finalement, las de ce conflit qui ternit son image, Henri II accepte une réconciliation de façade. Becket rentre en Angleterre le 3 décembre 1170. Mais la paix n'est qu'apparente. Dès son retour, l'archevêque reprend ses attaques contre le roi. Il excommunie les évêques qui ont soutenu Henri II pendant son absence. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase royal. Un soir de décembre 1170, Henri II ne se contrôle plus. Dans son château de Bure-le-Roi, près de Bayeux, entouré de sa cour, le roi explose. « N'y aura-t-il personne pour me débarrasser de ce prêtre turbulent ?» Ces mots, prononcés dans un accès de rage, vont déclencher l'un des crimes les plus retentissants du Moyen-Âge. 4 chevaliers entendent l'appel de leur roi. Renaud fils Ours, Guillaume de Tracy, Hugues de Morreville et Richard le Breton. Sans attendre d'ordre plus explicite, ils quittent discrètement la Normandie. Le 29 décembre 1170, vers 4 heures de l'après-midi, les 4 hommes font irruption dans le palais archiépiscopal de Canterbury. Ils exigent que Becket révoque ses excommunications. L'archevêque refuse avec hauteur. La tension monte rapidement.
Les moines poussent Becket vers la cathédrale, espérant que les 4 hommes n'oseront pas commettre un sacrilège dans un lieu saint. Erreur tragique. Les chevaliers les poursuivent, l'épée à la main. Dans la pénombre de la cathédrale, près de l'autel de la Vierge, ils rattrapent l'archevêque. « Fuis, ou tu es mort !» crie Renaud Fissours. « Je ne fuirai pas, vous ne me ferez pas bouger d'un pied !» répond Becket. Les épées s'abattent. Le premier coup entaille le crâne de l'archevêque. Edward Grimm, un moine, tente de s'interposer. Son bras est presque tranché. Becket s'effondre. Un deuxième coup lui ouvre la tête. Un troisième l'achève. Richard, le Breton, plonge la pointe de son épée dans la plaie béante et fait gicler la cervelle sur les dalles de marbre. « Qu'il s'en aille, ce traître !» hurle l'un des assassins avant de disparaître dans la nuit. Le lendemain, les premiers miracles éclatent autour du corps de Becket. En moins de 3 ans, il sera canonisé. Henri II, horrifié par l'ampleur du scandale, doit faire amende honorable. En 1174, il se rend pieds nus au tombeau de celui qui l'a fait assassiner et se fait fouetter par 70 moines. Mais le mal est fait. Le sang a coulé pour la première fois sur ordre d'un Plantagenet. Ce ne sera pas la dernière. Henri II et Aliénor d'Aquitaine ont donné naissance à des monstres. Leurs fils grandiront dans la haine et la violence, se retournant contre leur père, puis les uns contre les autres, avec une sauvagerie qui n'a d'égal que leur soif de pouvoir. L'aîné, Henri le Jeune, est couronné roi d'Angleterre du vivant de son père, une tradition capétienne qu'Henri II veut importer. Mais le jeune homme ne se contente pas d'un titre honorifique, il veut le pouvoir réel. En 1173, poussé par sa mère Aliénor, il se révolte contre Henri II. Cette révolte déchire l'empire Plantagenet. Richard, le futur cœur de lion, joint sa rébellion à celle de son frère aîné. Geoffroy, duc de Bretagne, fait de même. Seul Jean, le Benjamin, reste fidèle à son père, mais il n'a que 6 ans. La guerre civile qui s'ensuit est d'une brutalité inouïe. Père et fils se battent sans merci. Les chroniqueurs racontent des batailles où les prisonniers sont systématiquement massacrés. Les châteaux rebelles sont rasés, leurs défenseurs pendus. Henri II montre à ses fils qu'on ne défie pas impunément un Plantagenet. La révolte échoue, mais elle laisse des cicatrices profondes. Henri le Jeune meurt de dysenterie en 1183, rongé par la frustration de n'avoir jamais vraiment régné. Geoffroy suit en 1186, écrasé par un cheval lors d'un tournoi. Certains murmurent qu'il ne s'agit pas d'un accident. Restent Richard et Jean, 2 frères que tout oppose et qui vont ensanglanter l'Europe pendant des décennies. Richard Plantagenet devient roi d'Angleterre en 1189. Il a 32 ans et une réputation de guerrier impitoyable. Son surnom de « cœur de lion » ne vient pas de sa bravoure, mais de sa férocité au combat. C'est un prédateur couronné. Dès son couronnement, Richard n'a qu'une obsession, partir en croisade. Non pas par piété, mais par soif de gloire et de butin. Il vend tout ce qu'il peut vendre pour financer son expédition. Château, terre, office, rien n'échappe. À sa rapacité. « J'aurais vendu Londres si j'avais trouvé acquéreur », déclare-t-il cyniquement. En 1190, Richard s'embarque pour la Terre Sainte avec une armée de 15 000 hommes. Son objectif, reprendre Jérusalem aux mains de Saladin. Mais très vite, la croisade tourne au bain de sang. La première escale révèle la vraie nature de Richard. En Sicile, il se comporte comme un conquérant. Quand les habitants de Messine protestent contre les exactions de ses soldats, Richard fait donner l'assaut. La ville est prise et pillée. Des centaines de Siciliens sont massacrés. Richard plante ses bannières sur les remparts et proclame « Qui s'oppose à Richard Plantagenet en subira les conséquences ». L'étape suivante, Chypre, connaît le même sort. L'île est gouvernée par Isaac Comnène, un prince byzantin qui refuse de se soumettre à Richard. Erreur fatale. En quelques semaines, Richard écrase toute résistance. Isaac est capturé et chargé de chaînes d'argent.
Richard ayant promis de ne pas l'emprisonner dans le fer. L'île entière est mise à sac. Mais c'est en Terre Sainte que Richard révèle sa vraie nature de boucher. Il arrive devant Saint-Jean d'Acre en juin 1191. La ville musulmane résiste depuis 2 ans aux assauts des croisés. Avec Richard, le siège change de nature. Il devient une boucherie. Le 12 juillet 1191, Acre tombe enfin. La garnison musulmane se rend contre la promesse d'avoir la vie sauve. Saladin accepte de payer une énorme rançon pour racheter ses soldats, 200 000 dinars d'or, 1500 prisonniers chrétiens et la vraie croix du Christ. Richard accepte ces conditions. Mais quand Saladin tarde à rassembler la somme demandée, l'impatience du roi anglais tourne à la folie furieuse. Le 20 août 1191, devant les remparts d'Acre, il commet l'un des crimes les plus révoltants de l'histoire des croisades. Sur ordre de Richard, 2700 prisonniers musulmans sont amenés dans la plaine face à la ville. Hommes, femmes, enfants, tous ceux qui avaient rendu les armes en échange de la vie sauve. Richard les fait aligner sous les yeux de l'armée de Saladin, postée sur les collines environnantes. Puis commence le massacre. Un à un, méthodiquement, les prisonniers sont égorgés. Richard lui-même participe à la tuerie, son épée ruisselant de sang. Les cris des victimes résonnent dans la plaine. Les soldats de Saladin, impuissants, assistent à l'extermination de leurs frères d'armes. Le massacre dure des heures. Quand tout est terminé, 2700 corps jonchent le sol. Richard fait empiler les têtes devant sa tente comme autant de trophées. Le message est clair. Voilà ce qui attend quiconque défie Richard Cœur de Lion. Ce crime suscite l'horreur même chez les croisés. Beaucoup de chevaliers français quittent l'armée, écœurés par cette boucherie. Saladin lui-même, pourtant habitué aux violences de l'époque, est choqué par cette sauvagerie gratuite. Les relations entre chrétiens et musulmans, jusqu'alors empreintes d'une certaine chevalerie, se durcissent définitivement. Richard poursuit sa croisade dans la même veine sanglante. À chaque ville prise, c'est le même scénario. Massacre des défenseurs, pillage systématique, terreur organisée. Mais malgré ses victoires militaires, il n'atteint jamais Jérusalem. En 1192, épuisé par 2 années de guerre, il signe une trêve avec Saladin et rentre en Europe. Le voyage de retour tourne au cauchemar. Déguisé, en marchant, Richard tente de traverser l'Autriche discrètement. Mais il est reconnu et capturé par le duc Léopold, qui l'avait humilié à Acre. Vendu à l'empereur Henri VI, Richard passe plus d'1 an en captivité. Sa mère Aliénor doit réunir la colossale rançon de 150 000 marks d'argent, l'équivalent de 2 années de revenus du royaume d'Angleterre. Libéré en 1194, Richard ne tire aucune leçon de ses mésaventures. Il reprend immédiatement la guerre contre Philippe Auguste, qui a profité de son absence pour grignoter l'Empire Plantagenet. 5 années de conflits acharnés s'ensuivent. La mort rattrape finalement Richard en 1199. Lors du siège du petit château de Chalut, en Limousin, un carreau d'arbalète l'atteint à l'épaule. La blessure s'infecte. 11 jours plus tard, le boucher couronné rend son dernier souffle. Il a 42 ans. Ironie de l'histoire, l'arbalétrier qu'il a abattu n'est qu'un gamin, Pierre Basile, qui défendait un trésor dérisoire. Richard fait grâce à son meurtrier avant de mourir. Un geste de clémence qui tranche avec 30 années de barbarie. À la mort de Richard, 2 prétendants se disputent l'héritage Plantagenet. Jean, frère de Richard, et Arthur de Bretagne, son neveu, fils du défunt Geoffroy. Selon le droit féodal, Arthur a de meilleurs droits au trône. Selon la loi du plus fort, c'est Jean qui l'emporte. Jean Plantagenet, dit Santerre, parce qu'il n'avait reçu aucun fief de son père, accède au trône d'Angleterre en mai 1199. Il a 33 ans et une réputation de lâche et de traître. Son règne sera à la hauteur de cette réputation. Arthur de Bretagne ne renonce pas à ses droits. Âgé de 12 ans, il trouve un allié de poids en la personne de Philippe Auguste.
roi de France. Le Capétien voit dans ce conflit de succession une occasion en or de démembrer l'empire Plantagenet. En 1202, Philippe Auguste investit Arthur des comtés d'Anjou, du Maine et de Touraine et lui promet sa fille en mariage. Le jeune duc lève une armée en Bretagne et marche sur l'Anjou. Jean sans Terre se prépare à la guerre civile. Le destin d'Arthur se scelle à Mirebeau, près de Poitiers, le 1er août 1202. Le jeune homme tente de capturer sa grand-mère Aliénor d'Aquitaine, alors âgée de 80 ans, espérant faire un otage de choix, mais c'est un piège. Jean sans Terre a devancé son neveu. Au petit matin, les troupes royales encerclent Mirebeau. Arthur se bat vaillamment, mais il n'a que 15 ans et peu d'expérience militaire. Capturé avec sa sœur Aliénor et plusieurs barons bretons, il est emmené au château de Falaise, puis transféré à Rouen. Ce qui se passe ensuite dans l'étang cachot de Rouen dépasse l'imagination. Jean sans Terre veut se débarrasser définitivement de son rival. Mais aucun de ces barons n'accepte d'assassiner l'héritier légitime de Richard, Cœur de Lion. Même les pires crapules de son entourage reculant devant ce régicide. Jean décide alors d'agir lui-même. Dans la nuit du 3 avril 1203, il fait sortir Arthur de sa cellule sous prétexte de le changer de prison. Il l'emmène dans une barque sur la Seine. Au milieu du fleuve, loin de tout témoin, Jean dégaine son poignard. Arthur a 16 ans. Il supplie son oncle de l'épargner. Il promet de renoncer à ses droits, de s'exiler, de ne jamais revenir. Jean reste sourd à ses prières. D'un geste brutal, il plonge sa lame dans le cœur de l'enfant. Puis il jette le corps à l'eau. Le cadavre d'Arthur ne sera jamais retrouvé. Officiellement, le jeune duc a disparu. Mais très vite, la vérité filtre. Guillaume de Briouze, l'un des gardes de la tour de Rouen, finit par tout raconter. L'horreur de ce crime frappe l'opinion européenne. Philippe Auguste exploite immédiatement ce scandale. Il convoque Jean devant la cour des pairs de France pour répondre du meurtre de son neveu. Jean refuse de comparaître. Il est condamné par contumace à la mort et à la confiscation de tous ses fiefs français. Cette condamnation sonne le glas de l'Empire, Plantagenet. En moins de 2 ans, Philippe Auguste conquiert la Normandie, l'Anjou, le Maine et la Touraine. Jean sans Terre ne conserve que l'Aquitaine et l'Angleterre. L'empire d'Henri II s'effondre sous le poids d'un infanticide. Mais Jean n'en a pas fini avec les crimes. Sa paranoïa grandissante le pousse à éliminer tous ceux qui pourraient témoigner contre lui. Guillaume de Briouze, qui a parlé du meurtre d'Arthur, est traqué impitoyablement. Sa femme Mathilde et son fils aîné sont enfermés dans le château de Corfe et laissés mourir de faim. Quand on ouvre leur cachot, on trouve les corps de la mère et de l'enfant. Mathilde a rongé les joues de son fils dans une ultime tentative pour le sauver de la mort. Cette découverte macabre achève de ternir la réputation de Jean sans Terre. Le roi d'Angleterre finit par payer ses crimes. En 1215, révolté par sa tyrannie, les barons anglais l'obligent à signer la Grande Charte, qui limite ses pouvoirs. 1 an plus tard, ils font appel au prince Louis de France pour le renverser. Jean meurt en 1216, probablement empoisonné, haï de tous et abandonné par ses propres fils. Son règne de 17 ans aura été une succession ininterrompue de défaites, de trahisons et de crimes. 2 siècles plus tard, les descendants de Jean sans Terre n'ont rien perdu de leur goût pour le meurtre en famille. La guerre des 2 Roses, qui déchire l'Angleterre de 1455 à 1485, atteint des sommets de barbarie fratricide. Tout commence par une question de succession. Le roi Henri VI, Plantagenet, sombre dans la folie en 1453. Ces crises de démence laissent le royaume sans direction. Richard Plantagenet, duc d'York, en profite pour revendiquer le trône au nom de ses droits héréditaires. 2 camps se forment. D'un côté, la maison de Lancastre, représentée par Henri VI et sa femme Marguerite d'Anjou, arbore la rose, rouge. De l'autre, la maison d'York, menée par Richard, choisit la rose blanche. 30 années de guerre civile vont s'ensuivre.
Les premières batailles tournent à l'avantage des York. Richard d'York fait emprisonner Henri VI et se proclame Lord Protecteur. Mais Marguerite d'Anjou ne l'entend pas de cette oreille. Cette femme de caractère lève une armée et part en guerre pour sauver la couronne de son époux. En décembre 1460, à la bataille de Wakefield, l'armée d'York est écrasée. Richard lui-même est tué au combat. Mais les Lancastre ne se contentent pas de cette victoire. Ils veulent humilier leur ennemi mort. La tête de Richard d'York est tranchée et plantée sur une pique. Marguerite d'Anjou ordonne qu'on la coiffe d'une couronne de papier en dérision. Qu'il porte enfin la couronne qu'il convoitait tant, ricane-t-elle. Cette profanation déclenche une soif de vengeance terrible chez les fils de Richard. Édouard, l'aîné des fils d'York, reprend le flambeau paternel. Il a 18 ans et une détermination farouche. En mars 1461, il écrase l'armée de Marguerite à Taunton dans une bataille d'une violence inouïe. Les chroniqueurs parlent de 28 000 morts dans la neige ensanglantée. Édouard se fait couronner roi sous le nom d'Édouard IV. Henri VI est de nouveau emprisonné. Mais la guerre est loin d'être finie. Elle ne fait que changer de nature, devenant une succession d'assassinats, de trahisons et de coups d'État. Les propres frères d'Édouard IV deviennent ses ennemis. Georges, duc de Clarence, se retourne contre lui en 1469, allié au puissant comte de Warwick. Richard, duc de Gloucester, reste fidèle mais rumine ses ambitions. La famille d'York se déchire elle-même. C'est dans ce contexte que se situe l'épisode le plus spectaculaire de cette guerre fratricide, l'exécution de Georges de Clarence. Georges Plantagenet, duc de Clarence, est né en 1449 dans une époque de violence. Troisième fils de Richard d'York, il grandit dans l'ombre de ses frères aînés, Édouard et Edmund. Quand son père meurt à Wakefield, Georges n'a que 11 ans. Les années qui suivent le transforment en un personnage instable et violent. Roi d'Angleterre depuis 1461, son frère Édouard IV lui donne le duché de Clarence et de vastes domaines. Mais Georges en veut toujours plus. Son ambition démesurée va causer sa perte. En 1469, Georges commet l'irréparable. Il trahit son frère, le roi. Allié au comte de Warwick, dit le faiseur de rois. Il prend les armes contre Édouard IV. Cette trahison déclenche une nouvelle guerre civile. Pendant des mois, l'Angleterre saigne. La révolte échoue finalement. Édouard IV pardonne à son frère, mais la confiance est brisée. Georges retourne dans le rang, mais son ressentiment grandit. Il épouse Isabelle Neville, fille du comte de Warwick, et semble se résigner à son sort. La mort d'Isabelle en décembre 1476 fait basculer Georges dans la paranoïa. Convaincu que sa femme a été empoisonnée, il fait arrêter l'une de ses dames de compagnie, Anne-Caret Twinio. Sans procès équitable, il la fait juger par un tribunal fantoche et la condamne à mort pour sorcellerie. L'exécution d'Anne-Caret provoque un scandale. Georges a agi sans l'autorisation royale, défiant ouvertement l'autorité de son frère. Pire encore, il commence à répandre des rumeurs sur la légitimité du mariage d'Édouard IV. Georges laisse entendre que le roi aurait été préalablement fiancé à Lady Eleanor Talbot avant d'épouser Elizabeth Woodville. Si cette rumeur est vraie, le mariage royal est invalide et les enfants d'Édouard IV sont des bâtards. Georges lui-même deviendrait l'héritier légitime du trône. Ces insinuations mettent Édouard IV dans une rage folle. Il ne peut tolérer que son propre frère remette en question sa légitimité. En janvier 1478, Georges est arrêté et emprisonné à la Tour de Londres. Le procès qui s'ensuit est expéditif. Édouard IV lui-même accuse son frère devant le Parlement. Les charges sont accablantes. Haute trahison, rébellion, diffamation de la couronne. Georges a même fait prêter serment de fidélité à ses serviteurs, constituant un défi direct à l'autorité royale. La condamnation ne fait aucun doute. Georges est déclaré coupable de trahison innommable et répugnante et condamné à mort. Mais Édouard IV hésite à faire exécuter son propre frère.
Pendant des semaines, Georges croupit dans sa cellule dans l'attente de son sort. C'est alors qu'intervient leur frère cadet, Richard de Gloucester, le futur Richard III. Selon certains chroniqueurs, Richard pousse Édouard IV à signer l'ordre d'exécution. Il voit dans l'élimination de Georges un moyen de se rapprocher du trône. Le 18 février 1478, l'ordre tombe enfin. Georges doit mourir. Mais compte tenu de son rang princier, il a droit à un privilège rare, choisir son mode d'exécution. C'est là que l'histoire bascule, dans l'extraordinaire. Quand les bourreaux viennent le chercher dans sa cellule de la tour Bowyer, Georges refuse la décapitation traditionnelle. Il refuse aussi la pendaison. Sa demande laisse ses geôliers stupéfaits. Il veut être noyé dans un tonneau de vin de Malvoisie. Cette demande n'est pas si étrange qu'elle en a l'air. Georges a toujours été un grand amateur de ce vin liquoreux grec. Sa réputation d'ivrogne est connue de toute la cour. En choisissant de mourir dans le vin, il signe sa dernière provocation. Dans les sous-sols de la Tour de Londres, on fait rouler un énorme tonneau de Malvoisie. Georges est amené, vêtu de ses plus beaux habits. Il contemple le tonneau qui va devenir son cercueil avec un sourire sardonique. « Au moins, je mourrai comme j'ai vécu », lance-t-il à ses bourreaux. L'exécution est d'une étrangeté macabre. Georges plonge sa tête dans le vin et y est maintenu jusqu'à la noyade. Certains récits parlent d'un supplice qui dure plusieurs minutes, Georges se débattant dans le liquide ambré. D'autres évoquent une mort plus rapide, le prince ayant aspiré le vin dans ses poumons. Quand tout est terminé, le corps de Georges Plantagenet est retiré du tonneau. Ruisselant de Malvoisie, ses cheveux et ses vêtements sont imprégnés de ce vin qu'il aimait tant. Une mort à l'image de sa vie, excessive et théâtrale. La nouvelle de cette exécution hors du commun fait rapidement le tour de l'Europe. On parle du prince noyé dans le vin dans toutes les cours. Cette mort spectaculaire marque les esprits plus que bien des batailles. Georges Plantagenet entre dans l'histoire par la porte de l'étrange. Mais cette mort révèle surtout l'ampleur de la corruption morale des Plantagenets. Un roi qui fait exécuter son propre frère, un prince qui choisit une mort grotesque. Cette famille a perdu toute notion d'honneur et d'humanité. La prophétie qui pesait sur Georges depuis sa naissance s'accomplit enfin. Un devin avait prédit qu'il mourrait pargé. Tout le monde pensait à Gloucester, son frère Richard. Mais c'est Georges lui-même qui cause sa perte, par son caractère impossible et sa soif de pouvoir. Richard de Gloucester récupère une partie des biens de Georges, se rapprochant encore du trône. Quand Édouard IV meurt en 1483, Richard élimine ses neveux, les fameux princes de la Tour, et se fait couronner Richard III. La malédiction des Plantagenets continue. La mort de Georges de Clarence n'est que l'un des nombreux crimes qui jalonnent l'histoire des Plantagenets. Cette dynastie aura marqué l'Europe de son empreinte sanglante pendant plus de 3 siècles. Leurs crimes ne sont pas des accidents de l'histoire. Ils révèlent une pathologie familiale, une incapacité congénitale à résoudre les conflits autrement que par la violence. Chez les Plantagenets, le meurtre est un mode de gouvernement. Henri II fait assassiner Thomas Becket pour préserver son autorité. Richard Cœur de Lion massacre 2700 prisonniers pour terroriser ses ennemis. Jean Santerre égorge son propre neveu pour éliminer un rival. Édouard IV noie son frère dans un tonneau de vin pour sauver sa couronne. Chaque génération apporte sa contribution à cette hécatombe. Les fils tuent leur père, les frères s'entretuent, les oncles assassinent leurs neveux. Aucun lien de sang n'est assez fort pour tempérer leur ambition dévorante. Cette violence familiale contamine toute la société. Sous les Plantagenets, l'Angleterre et la France vivent dans un état de guerre quasi permanent. Les conflits dynastiques se transforment en boucherie généralisée. La guerre de Saint-Hans, qui oppose les deux royaumes de 1337 à 1453, fait des centaines de milliers de morts. La noblesse européenne apprend la leçon des Plantagenets.
pour conquérir ou conserver le pouvoir, tous, les moyens sont bons. L'assassinat politique devient monnaie courante. Les empoisonnements se multiplient. La torture judiciaire se développe. Cette brutalisation de la société politique aura des conséquences durables. Elle prépare les violences religieuses du XVIe siècle, les massacres révolutionnaires du XVIIIe siècle, les génocides du XXe siècle. Les Plantagenets ont montré la voie à tous les tyrans qui leur succéderont. La guerre des deux roses sonne le glas des Plantagenets. Après la mort de Richard III à Bosworth en 1485, la dynastie s'éteint officiellement. Henri Tudor, vainqueur de la bataille, fonde une nouvelle lignée en épousant Élisabeth d'York. Mais les derniers descendants directs des Plantagenets connaissent encore des fins tragiques. Édouard Plantagenet, comte de Warwick et fils de Georges de Clarence, passe la majeure partie de sa vie en prison. Henri VII le fait exécuter en 1499 à l'âge de 24 ans, voyant en lui une menace pour sa dynastie naissante. Marguerite Pole, fille de Georges de Clarence et sœur d'Édouard, survit plus longtemps. Mais en 1541, à l'âge de 68 ans, elle finit aussi sur l'échafaud sur ordre d'Henri VIII. Son crime? Être la dernière représentante légitime des Plantagenets. Son exécution clôt définitivement le chapitre sanglant de cette dynastie maudite. Marguerite monte à l'échafaud avec courage, refusant de poser sa tête sur le billot. Quand le bourreau s'approche, elle recule et déclare « Mon cou n'a commis aucun crime ». Le bourreau la poursuit autour de l'échafaud et lui assène plusieurs coups de hache maladroits avant de réussir à la décapiter. Cette mort atroce achève symboliquement l'extinction des Plantagenets dans le sang et la violence qui ont marqué toute leur histoire. L'histoire des Plantagenets offre un témoignage saisissant sur les ravages du pouvoir absolu. Quand aucune institution ne peut contenir la violence des puissants, celle-ci se retourne invariablement contre eux-mêmes. Cette famille qui a régné, par la terreur finit par être dévorée par sa propre violence. Les fils d'Henri II se révoltent contre leur père. Les frères d'Édouard IV se dressent les uns contre les autres. La malédiction qui pèse sur les Plantagenets n'est autre que leur incapacité à sortir du cycle de la violence. Leurs crimes révèlent aussi l'importance des institutions dans la régulation du pouvoir. Quand Henri II fait assassiner Thomas Becket, il défie l'Église. Quand Jean Santerre tue Arthur de Bretagne, il bafoue le droit féodal. Quand Édouard IV exécute Georges de Clarence, il sacrifie les liens familiaux. Chaque crime affaiblit un peu plus la légitimité de cette dynastie. Les Plantagenets finissent par régner sur un peuple qui les hait et une noblesse qui ne leur obéit que par crainte. Leur pouvoir ne repose plus que sur la force brutale. Cette leçon reste d'actualité. L'histoire moderne regorge de dictateurs qui ont cru pouvoir gouverner par la seule terreur. Comme les Plantagenets, ils finissent généralement dévorés par la violence qu'ils ont déchaînée. Le tonneau de Malvoisie dans lequel Georges de Clarence a trouvé la mort symbolise parfaitement cette destinée. Ce prince qui a vécu dans l'excès meurt dans l'excès. Cette famille qui a baigné l'Europe dans le sang finit noyée dans sa propre violence. Aujourd'hui encore, les crimes des Plantagenets hantent la mémoire collective. Canterbury reste marqué par l'assassinat de Thomas Becket. La Tour de Londres évoque les fantômes d'Arthur de Bretagne et de Georges de Clarence. Château-Gaillard rappelle la folie mégalomane de Richard Cœur de Lion. Ces lieux de mémoire témoignent de la persistance du souvenir. 7 siècles après, la mort du dernier Plantagenet, leurs crimes continuent de fasciner et d'horrifier. Car ils révèlent une vérité universelle sur la nature humaine. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Shakespeare a immortalisé leur forfait dans ses drames historiques. Richard III y apparaît comme un monstre bossu assoiffé de sang. Jean Santerre inspire le tyran d'Ivanhoe. Henri II et Thomas Becket revivent dans Becket de Jean Anouilh. Cette postérité littéraire n'est pas un hasard. Les crimes des Plantagenets ont une dimension tragique qui dépasse leur époque.
Il raconte l'histoire éternelle de l'ambition dévorante, de la violence aveugle, de la corruption du pouvoir. Le prince noyé dans le vin de Malvoisie résume à lui seul cette tragédie. Georges de Clarence incarnait tout ce que cette dynastie avait de plus sombre: l'orgueil démesuré, la trahison familiale, l'autodestruction finale. Sa mort grotesque signe l'acte de décès moral des Plantagenets. Car au-delà de l'anecdote spectaculaire, cette exécution révèle l'ampleur de la déchéance d'une famille royale. Quand un prince préfère mourir noyé dans du vin plutôt que de mourir dignement, c'est toute une conception de l'honneur qui s'effondre. Les Plantagenets avaient commencé leur règne en promettant d'apporter l'ordre et la justice. Ils l'achèvent dans le chaos et le crime. De Henri II à Richard III, cette dynastie aura semé la mort partout où elle est passée. Leur héritage le plus durable n'est ni architectural ni culturel. C'est une leçon d'histoire sur les dangers de l'absolutisme. Quand le pouvoir n'a plus de limites, il finit toujours par se retourner contre ceux qui l'exercent. Le tonneau de Malvoisie de Georges de Clarence nous parle encore aujourd'hui. Il nous rappelle que la violence engendre la violence, que les crimes appellent les crimes, que les tyrans finissent toujours par être dévorés par leur propre barbarie. Cette vérité traverse les siècles. Elle s'applique aux despotes d'hier comme à ceux d'aujourd'hui, car l'histoire des Plantagenets n'est pas seulement celle d'une dynastie médiévale. C'est l'histoire éternelle du pouvoir corrompu et de ses inévitables conséquences. Dans les caves de la Tour de Londres, les guides racontent encore l'histoire du prince noyé dans le vin. Les touristes frissonnent en écoutant ce récit macabre. Ils ont raison, car cette mort spectaculaire résume à elle seule 3 siècles de folie meurtrière. Les Plantagenets nous ont légué une leçon que l'humanité n'a pas fini d'apprendre. Le pouvoir sans contrôle mène à la destruction. La violence appelle la violence. Et les dynasties qui gouvernent par le crime finissent toujours par périr par le crime. Le prince et son tonneau de vin nous parlent encore. Ils nous rappellent que derrière chaque tyran se cache un homme dévoré par ses propres démons. Et que l'histoire, inexorablement, finit toujours par rendre justice.